Pendant 2 mois et demi, Charlie Dalin vous a fait vivre son premier Vendée Globe chaque semaine dans son carnet de bord sur Europe 1. Première semaine de course et première surprise pour Charlie Dalin. Après le grand départ des Sables d'Olonne, le skipper se retrouve en tête de la course au large du Portugal, bien aidé par la défaillance de plusieurs favoris. Semaine 1, 14 novembre. Il se passe souvent des trucs la nuit en termes de force de vent. On a eu un premier front la première nuit, on a eu un deuxième front costaud la troisième nuit. La nuit dernière, là, on est rentré dans le domaine de la dépression tropicale Theta. J'ai pas chômé depuis le début, il n'y a pas eu beaucoup de moments de break, que ce soit stratégique ou manœuvre ou même des conditions qui font que c'est pas super simple toujours de se reposer, mais j'ai l'impression néanmoins d'être en forme. J'essaie de trouver le bon placement du curseur en termes d'attaque, de performance du bateau, d'agressivité dans les choix stratégiques. À quel point tu oses aussi aller dans du renfort. Voilà, j'étais en train de trouver mes marques. C'est dans mes 5-6 premiers jours d'expérience Vendée Globe. Donc par rapport à mes collègues Thomson et autres, je n'ai pas ce vécu, cette expérience. Du coup, j'essaie de trouver un petit peu mes marques. En tout cas, j'essaie de garder un bateau à 100% de son potentiel. Après, voilà, je saurais mettre le pied sur l'accélérateur, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas me répéter que la route est longue. Alors, la dépression, c'est marrant, dehors, il fait gris. Il y a de la houle, il y a du vent, on se croirait dans le sud, sauf qu'il fait 22 degrés et qu'il y a des sargasses. J'ai pas vu de poissons volants encore, mais à la fois dans ma cabane je les vois pas souvent. On pourrait croire que c'est le sud, mais non, pas encore. C'est un petit entraînement, on va dire. Je vois ça comme un entraînement là, justement de positionnement du curseur, de manœuvre dans le gros temps. C'est intéressant à ce niveau-là. C'est le dernier obstacle avant les Alizés. Bon, j'ai décidé de faire une route un petit peu plus moins engagée, on va dire. J'assume mon choix. Ça me fait perdre un peu de terrain sur les autres, mais voilà. Je suis trop jeune dans l'histoire du Vendée Globe pour tout de suite faire taper. Du coup, j'ai préféré temporiser, assurer. Est-ce que je vais le regretter plus tard, on verra. Mais en tout cas, c'est mon choix et je l'assume. Je n'en suis pas encore sorti, mais je fais tout pour que Campivia reste à 100% de son potentiel le plus longtemps possible. Quitte à perdre un peu de terrain sur mes camarades. Alors, les conditions vont se calmer à partir de cette nuit. Je vais pouvoir envoyer de la toile et recommencer une navigation un peu plus normale entre guillemets. Les conditions ont envie de se calmer, de devenir plus gérable et plus agréable aussi. Et je pense que dès que je vais sortir de l'influence de l'ADEP, le temps va changer très rapidement. Oui, je suis content parce que je suis souvent aux avant-postes. Je suis très content de mon coup du deuxième front où j'étais pour moi parfaitement bien placé, ni trop nord pour les questions de force de vent, ni trop sud pour des questions de dorsale qui allaient tomber derrière. C'était difficile de jauger quelle est la vitesse qu'on allait pouvoir tenir après le passage du front, dans du vent faible et beaucoup de mer. Et j'ai l'impression d'avoir réussi à faire une bonne estimation là, dans mes routages avec mon sens marin aussi, le fameux, je parle souvent, pour trouver le bon compromis entre performance et sécurité. Et pour moi, j'ai l'impression d'être sorti dans le meilleur paquet à ce moment-là. Après la première dépression, je l'ai géré de manière aussi... Ah oui, il y a une autre, celle-là, il y a la petite de la nuit d'avant. J'avais vraiment oublié. Celle-là, je l'ai gérée de manière un peu safe aussi. J'aurais peut-être dû faire un double jibe. Il y a des coups que j'aurais pu mieux faire. Mais après, ça n'empêche pas que j'ai toujours l'impression d'être dans le bon paquet. Même si je vais peut-être rétrograder un petit peu là.
conforme à mes attentes, voilà. Je commence à être dans mon rythme. Pas tout à fait encore, mais ça approche. Le passage à côté de Sao Miguel, c'est ça je crois que ça s'appelle le coucher de soleil était vraiment sympa là. Boire à boire avec Thomas. Les Açores c'est une zone que j'aime bien, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup y aller. Bien sûr pas sur le Vendée Globe, hein, qu'on soit clair. C'est une course sans escale et sans assistance, hein, donc non, pas de loin, à côté, mais pas à terre pendant le Vendée Globe, surtout pas. Ce moment-là c'était beau. Il y avait des conditions là, qui étaient assez calmes, le bateau qui avançait bien au portant là. Ouais, c'était un moment sympa. Ouais. Puis les quelques classements en tête du Vendée, ça fait plaisir aussi. Il y a longtemps que je n'avais pas fait une course avec des classements si espacés et c'est vrai que c'est un peu différent quoi. On est habitué à l'instantanéité de la navigation à la yes où tu peux traquer les performances instantanément de tous tes adversaires. Voilà, avec des trous de 4 heures ou 3 heures, je sais plus, entre chaque classement et le gros blackout de la nuit, ça force à faire un peu plus sa route. Voilà, au début ça me gênait beaucoup, et puis j'ai commencé à m'y habituer quoi. Une bonne je viens de remplir le cockpit. Normal, ça arrive. Ça des fois. On a un bateau fermé, j'arrive à remplir le cockpit. Je vous laisse imaginer les conditions. Semaine 2, 21 novembre, le temps passe vite. Pour sa première participation, Charlie Dalin prend très rapidement ses marques en tête de la course. Les performances d'Apivia sont bonnes et la maîtrise est au rendez-vous, avec un passage du poteau noir bien négocié. Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia, et je suis ravi de vous retrouver pour mon carnet de bord européen. Alors cette semaine, aujourd'hui, est en train de s'achever la deuxième semaine de course déjà. Le temps passe vraiment vite là depuis quelques jours. Voilà, autant la première semaine je l'ai senti passer, on va dire, autant cette deuxième semaine est passée beaucoup plus vite. C'est une deuxième semaine placée sous le signe du soleil, de la chaleur. C'est les latitudes les plus chaudes de cette descente de l'Atlantique. Là, c'est à partir de maintenant, je vais perdre 1 degré par jour à peu près de température d'eau comme température de mer. Donc voilà, en gagnant vers le sud, les températures vont de plus en plus se rafraîchir. Qu'est-ce que je vais me rappeler de cette première semaine? C'est les alizés de l'hémisphère nord qui étaient voilà, assez facile entre guillemets à gérer. De fait de ma position très ouest, j'ai pas eu d'empannage là, de zigzag à effectuer. J'ai pu vraiment tirer tout droit vers le poteau noir. J'ai pu choisir mon point d'entrée dans le poteau noir, un poteau noir qui est extrêmement facile. C'est humblement que mon 4e poteau noir. Il y a des marins sur le Vendée Globe qui en ont traversé beaucoup plus, mais voilà, du haut de mes 4 poteaux noirs d'expérience, c'est de loin le plus simple que j'ai eu à franchir. Voilà, il a duré 36 heures. J'ai eu une nuit difficile avec des variations de vent assez fortes, des grains, des éclairs, des grosses précipitations, mais franchement par rapport à ce que j'ai connu dans le passé, c'était vraiment plus simple à gérer. Donc voilà, ça m'a permis de ne pas devoir trop puiser dans mes ressources physiques. Après, un passage de l'équateur assez express qui est venu vite. Là, on est le long de la côte du Brésil. La route est en train de doucement s'infléchir de plus en plus vers l'est là, pour profiter d'un petit front là, qui nous permet d'accélérer. J'ai le sentiment d'avoir réussi à récupérer un peu de mon retard sur Alex Thompson et Thomas Ruyant. Je suis content des performances du bateau. C'est une bonne augure pour la suite. Là, on est bientôt à la latitude de Salvador de Bahia. Voilà, forcément, Salvador de Bahia, c'est des grands souvenirs pour moi. Puisque l'année dernière, c'était l'arrivée de la Transat Jaguar qu'on a remporté avec Yann Eliès. C'était la première course d'Apivia. Donc voilà, c'est
bon souvenir de repasser dans cette zone. Semaine 3, 28 novembre. 40e rugissant et météo dégradée. Si les conditions météo se dégradent assez logiquement, le skipper est toujours en tête et se projette sur la suite de la course en approche du cap de Bonne-Espérance. Bonjour Europe 1, c'est Charlie Dalin sur Apivia. Bon ça y est, je suis dans les 40e rugissants. Ils rugissent presque. C'est pas encore la tempête, mais ça va pas tarder. Ça, y a pas de souci, je vais avoir ma dose. Alors grand changement d'ambiance, forcément à bord d'Apivia. Ça fait 2 semaines que je vis jour et nuit en short t-shirt. Là j'ai remis sous-couche polaire, j'ai ressorti le duvet, voilà, j'ai fermé je navigue avec les portes du cockpit fermées. Voilà, le vent est là. Voilà, il y a énormément d'oiseaux de mer là, qui suivent le bateau. Dans ces derniers jours, le thème c'était plutôt éviter les zones de vent faible. Là, il y a certaines zones de vent fort que je me demande s'il faut que j'évite ou pas. Ouais, c'est pas... ça n'a vraiment rien à voir, quoi. J'ai commencé à réduire la voilure aussi, forcément, voilà, avec le vent qui est remonté. Il a fait assez froid cette nuit sur Apivia. Là, c'est la nuit la plus froide depuis le début, mais ça va encore. Il fait 11 degrés, donc ça va, il fait pas encore trop froid. Là, je suis dans la phase d'adaptation, quoi. Je passe vraiment de conditions légères, calmes, ensoleillées, avec de la chaleur à des conditions vraiment complètement opposées. Donc je pense que là, je vais avoir une petite période d'adaptation, là, de remise en route dans ces conditions. Voilà, réussir à se réadapter à naviguer dans ces conditions que je n'avais pas connues depuis un moment. Et puis voilà, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, ces conditions, ça va devenir ma routine. Je vais finir par m'y habituer. Mais voilà, là c'est vrai que c'est un changement en un claquement de doigts de conditions. Et voilà, forcément c'est normal que ça prenne un petit peu, qu'il y ait une petite période d'adaptation. Alors effectivement, j'ai un bon matelas, que je suis battu, je me bats depuis des semaines pour le créer. Voilà, malheureusement pour moi, en fait, tous les concurrents, le groupe des poursuivants là vont tous attraper le même front. Voilà, un front c'est un peu comme une vague quand on fait du surf. Voilà, la vague récolte entre guillemets les surfeurs, et peu importe la position des surfeurs, quand une vague arrive, tout le monde se retrouve peut prendre la même vague. Là c'est un peu ce qu'on va vivre dans les prochains jours, c'est-à-dire voilà, les poursuivants vont bientôt prendre la vague, donc ce front, et vont pouvoir donc progresser à vive allure vers le but, alors que moi j'ai encore un petit peu de slalom à faire. Du coup, voilà, je vais malheureusement perdre un peu de terrain. Voilà, c'est le jeu. Voilà, j'espère juste que je n'en perdrai pas trop. Semaine 4, 5 décembre. En avance au cap de Bonne-Espérance. Malgré une météo difficile et un sommeil compliqué, Charlie Dalin franchit le cap de Bonne-Espérance avec une avance confortable sur ses poursuivants. Pour prendre le large, le skipper tente de rester le plus concentré possible. Ouais, bonjour Europe 1, c'est Charlie Dalin sur Apivia. Alors je voulais revenir avec vous sur mon passage du cap de Bonne-Espérance, qui a été un peu particulier, forcément. Donc j'allais le franchir du coup dans la nuit du 30 au 1er. J'avais prévu de faire une petite photo, une petite vidéo. Et à la fois, j'étais un petit peu inquiet par la première dépression des mers australes que j'allais vivre, la première que j'avais vue de ma vie, qui s'annonçait pour moi dès le lendemain, dès le 1er décembre. Et au moment où je me questionnais sur est-ce que je faisais le bon choix d'y aller, si je faisais le bon choix de continuer sur ma trajectoire. Au moment où je me posais des questions sur est-ce que c'était la bonne façon d'aborder cette tempête. Et là je reçois un message de l'équipe qui me dit Kevin a coulé, il est dans son radeau. Et du coup forcément ça m'a pas rassuré. Et tout de suite je me suis mis à, comme tout le monde, comme tous les terriens,
comme que ce soit les marins de la course ou les terriens, à attendre, quoi. Il y avait que, c'est la seule chose à faire, attendre. Moi j'étais trop loin devant pour faire demi-tour. J'aurais mis trop de temps, j'aurais mis plus de 24 heures à revenir sur zone. Voilà, si j'avais été à côté, j'aurais pas hésité une seconde forcément pour me dérouter pour aller chercher Kevin. Mais voilà, c'était pas possible vu ma position par rapport à lui et l'orientation du vent. Et du coup, je continue ma route vers le Cap de Bonne-Espérance, vers l'est, et donc j'attends, comme tout le monde, des nouvelles, quoi. Et autant dire que le passage du Cap de Bonne-Espérance, il était vraiment annexe, quoi. Voilà, je l'ai passé, j'y ai pas du tout prêté attention, contrairement à ce que j'ai pu faire au passage de l'équateur. Là, c'était vraiment, c'était même pas secondaire, c'était même pas tertiaire, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et ce qui a vraiment retenu mon attention cette nuit, c'est le sauvetage de Kevin, quoi. Forcément, c'est un grand soulagement d'apprendre qu'il avait été récupéré par Jean Le Cab le lendemain matin. Et c'est sûr que c'est une belle entrée en matière du Sud, quoi. Donc forcément, ça amène à se poser plus de questions, encore d'autres questions, à re-questionner la gestion du rythme. On m'a dit, Michel Desjoyaux m'a dit, l'Indien, c'est la pire section du Vendée Globe. Le Vendée Globe n'est pas terminé, il reste encore beaucoup des dizaines de milliers de milles à parcourir, mais pour l'instant, effectivement, c'est plutôt dans mon top des endroits les moins sympas. Principalement à cause de la mer, hein. On a une mer croisée très courte. Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai l'impression de naviguer en permanence dans le Raz-de-Seine. C'est très très compliqué de faire avancer le bateau plante régulièrement. J'ai fait un vol pas plus tard que cet après-midi dans mes filets là, qui m'évitent de voler dans la structure du bateau. J'ai fait un planté, j'ai réussi à faire entrer une vague dans le bateau. C'est surtout la mer, hein, la mer croisée qui pose problème. Il y a du vent, mais c'est plutôt la mer le souci numéro 1, je trouve. Alors un truc que j'avais pas anticipé ensuite, c'est déjà la longueur des journées. Elles sont super longues. Donc ça c'est plutôt agréable. La chance qu'on a, c'est que d'habitude on nous dit que l'Indien c'est du gris. Et au final j'ai eu peu de gris depuis que je suis rentré dedans. J'ai peut-être eu une journée de gris et aujourd'hui j'ai encore du soleil. Donc ça c'est agréable. Et une chose qui est aussi marquante, c'est comme on se déplace relativement vite vers l'est, on traverse les fuseaux horaires assez rapidement et en fait je vois que l'heure solaire se décale peut-être de une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Donc tous les jours il fait nuit une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt, et il fait jour une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt le lendemain. Et c'est un marqueur que, hormis de voir mon petit bateau se déplacer sur ma carte, mais c'est un marqueur du voyage, du déplacement sur la Terre qui est intéressant. Dormir, pas toujours facile, encore une fois lié à l'état de la mer. Le bateau bouge beaucoup, pas facile de trouver une position dans laquelle on est bien calé pour justement pouvoir s'endormir. Ça tape beaucoup, il y a des grosses décélérations quand le bateau plante dans les vagues. Manger, je commence à réussir à manger entre guillemets normalement. Jusqu'à présent j'ai pas mangé assez, mais j'arrive à réussir à prendre un petit peu mes marques à ce niveau-là et de manger comme il faut. En termes de température, pour l'instant on est assez épargné. Il fait encore 18 degrés dans le bateau aujourd'hui, donc j'ai pas froid, j'ai pas encore sorti de gants, de bonnets, de matériel grand froid que j'ai prévu. J'imagine que je le sortirai à un moment donné, mais en tout cas pour cette premier tronçon d'Indien, au moins je ne souffre pas du froid. Semaine 5, 12 décembre. Premier bilan après un mois de course.
L'océan Indien n'offre aucun répit aux skippers et Charlie Dalin, à l'extrême sud-ouest de l'Australie, voit son avance en tête se réduire. Pour lui, c'est l'occasion de dresser un premier bilan après un mois d'une course exigeante. Un mois de course, une grosse dépression secondaire, on appelle ça dans le jargon, une dépression qui se forme sur un front. C'est des dépressions qui sont extrêmement violentes, virulentes. Voilà, pour ceux qui se rappellent de la route du Rhum 2006 qui avait décimé la flotte des Ormas, c'était ce même phénomène météo que les concurrents avaient subi. Donc voilà, c'est un phénomène qui a une histoire avec la course au large et voilà, qui a décimé des flottes entières dans le passé. Donc voilà, de devoir affronter ce phénomène au milieu de nulle part, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Australie, ouais, c'était pas rien. C'est surtout les sons, quoi. Surtout le son du rugissement du vent dans le mât. Voilà, les 40e rugissants portent pas leur nom pour rien. C'était vraiment ça, quoi. Et en fonction de l'intensité des rafales, le vent, le rugissement était plus ou moins fort. Plus la tempête approchait, plus le phénomène météo était proche de moi, plus c'était fort. Et voilà, je savais pas jusqu'à quel point ça allait aller. Voilà, en plus le destin a fait que voilà, mes aériens ont arrêté de fonctionner juste 2 heures avant le début de la tempête. Du coup, je savais pas exactement quelle force de vent j'avais, mais c'est le repère, c'était la vitesse du bateau et justement ce bruit, quoi. Ce bruit, ce son du vent extrêmement violent dans le mât du bateau. J'étais en contact avec mon directeur technique, Antoine Caraz, voilà, qui m'a demandé pour cette nuit de les prévenir si je faisais un changement de trajectoire, pour pas qu'ils s'inquiètent. Donc voilà, j'ai dû 1 ou 2 fois changer de trajectoire pour manœuvrer, pour réduire ma voilure. Donc voilà, je les ai prévenus et forcément, je les ai prévenus quand enfin voilà, le bruit du vent a commencé à baisser, que les rafales étaient de moins en moins fortes et que le vent a commencé à tourner. Signe que le phénomène météo était en train de s'écarter de moi et j'ai envoyé un message à ma compagne d'abord pour lui dire que ça semblait bon, que le vent avait l'air de baisser et à la suite à mon directeur technique pour le prévenir que le gros avait l'air d'être passé et qu'on allait s'en sortir. Ouais, c'est sûr que c'est une tempête qui m'a donné confiance dans la capacité d'Apivia et ma capacité à surmonter des gros coups de vent. C'est sûr que maintenant, quand je vois du vent fort, il en faut beaucoup pour m'inquiéter. J'ai l'impression d'avoir gagné mes galons de marin du mer du Sud grâce à cette tempête. Ouais, ça a été marquant, hein. Ça a été marquant physiquement, ça a été marquant moralement. Je pense qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre de mes émotions, pour me remettre physiquement de ce passage. Voilà, j'étais vraiment à la limite, j'étais vraiment sur le fil. Et ouais, il m'a fallu un peu de temps pour récupérer de tout ça. Après un mois de mer, c'est assez paradoxal parce qu'à la fois j'ai l'impression que le temps passe vite, que le temps est passé extrêmement vite. Mais à la fois, quand je retrace tout ce que j'ai fait depuis le début depuis mon départ des Sables d'Olonne, j'ai toutes mes journées en tête, toutes mes manœuvres, et voilà, il s'en est passé des choses, quoi. Il s'est passé énormément de choses, j'ai fait énormément de manœuvres, de changements de trajectoire, de calcul de trajectoire, et ouais, c'est assez paradoxal, voilà, j'ai l'impression que c'est passé vite, mais en fait, quand je rentre dans le détail, voilà, je me rends compte de la distance parcourue et du nombre de choses que j'ai faites, et effectivement, j'ai pas chômé, on va dire. Passage du Cap Lewin en tête, c'est dans 24 heures, un peu plus de 24 heures. Je vais le passer ce dimanche. Voilà, c'est le deuxième grand cap, 2 sur 3. Voilà, j'ai hâte de franchir ce point symbolique. Et après, je vais pouvoir me retrouver dans le Pacifique et voilà, découvrir ce nouvel océan. Je pense qu'on va aller beaucoup plus sud. Donc je pense que les températures vont encore baisser. Pour l'instant, j'ai pas souffert du froid. Voilà, ça va peut-être commencer. En profiter, j'en sais rien. Je suis en train de me faire remonter par des bateaux. Donc on verra. On verra demain matin à quelle distance ils sont et si je vais avoir une journée sereine pour atteindre ce Cap Lewin. Semaine 6, 19 décembre. L'entrée attendue dans le Pacifique. Charlie Dalin voit Yannick Bestaven le dépasser au large de la Nouvelle-Zélande. Mais l'entrée dans l'océan Pacifique lui permet de garder espoir pour la suite des événements, avec des conditions météo plus favorables. Bonjour Europe 1, c'est Charlie Dalin sur Apivia et c'est mon carnet de bord de la semaine pour Europe 1. Donc l'Indien, c'est derrière, c'est terminé.
Quand j'ai posé la question à Michel Desjoyaux avant le Vendée Globe, de savoir quelle était la partie la plus difficile du Vendée Globe, j'avais pas terminé de formuler ma question, qui m'avait déjà répondu que c'était l'océan Indien. Et ce qui est sûr, c'est que pour moi, jusqu'à présent, ça a clairement été la partie la plus dure. Voilà. Après, le Pacifique commence très bien, mais il est encore long, donc il reste aussi la remontée de l'Atlantique. Mais c'est sûr, c'est que voilà, l'océan Indien a été particulièrement impitoyable. Là, je suis heureux de découvrir le Pacifique. Pour l'instant, on a vraiment des conditions de navigation idylliques, malgré le froid. Voilà, en ce moment il fait 5 degrés, la nuit il fait entre 3 et 5 degrés, mais la journée, là en ce moment il y a du soleil, donc ça réchauffe le bateau, donc c'est agréable. Voilà, la mer c'est vraiment assagie, voilà, on a des conditions qui sont vraiment agréables pour naviguer en ce moment, et je goûte littéralement à l'océan Pacifique pour la première fois, puisque je bois l'océan Pacifique littéralement, parce que je fabrique mon eau douce à partir de l'eau de l'océan Pacifique. Je vais refaire une inspection concernant ma calebasse pour voir si ça a bougé, ce que ça donne. Voilà, on est en train de graduellement continuer à renforcer l'installation pour que ça tienne. Mais oui, aujourd'hui je suis en confiance. J'observe régulièrement mon foil. Je vois qu'il ne bouge pas, qu'il est bien maintenu. Donc voilà, pourvu que ça dure. Ouais, j'ai un calendrier que ma compagne m'a fabriqué. C'est pas vraiment un calendrier, j'ai des petites enveloppes. À chaque fois que je sors un nouveau sac de nourriture, j'ai une petite enveloppe avec soit des bonbons ou alors des photos. Donc j'ai des photos d'amis voilà, sur le thème de Noël souvent, qui sont bien marrantes. Voilà, ça fait du bien de voir des amis, de la famille en photo. C'est vrai que je préfère les jours où c'est des photos que les jours où c'est des bonbons. Mais voilà, en tout cas c'est une super idée, et voilà, à chaque fois que je vais chercher un nouveau sac de nourriture, j'ai une petite enveloppe calendrier de l'Avent à ouvrir, et voilà, souvent c'est ça qui me motive d'ailleurs à aller chercher mon nouveau sac de nourriture. Alors là c'est vrai qu'on aborde le Pacifique. Je préfère avoir des objectifs à court terme. Donc effectivement il y a le Cap Horn au bout du Pacifique qui symbolise sa sortie, mais moi pour l'instant je pense au franchissement de la longitude de la Nouvelle-Zélande. Après il y aura l'affranchissement de la longitude de l'antéméridien, où je vais reculer. Donc je vérifie si je recule ou si j'avance d'une journée en passant à ce point-là. Puis après il y aura le passage sûrement proche du point Nemo. Donc ouais. Puis après je penserai au Cap Horn. Semaine 7, 26 décembre. Noël seul en mer. Le Cap Horn n'est pas encore pour tout de suite, et Charlie Dalin doit s'employer pour reprendre la première place à Yannick Bestaven. Pas très loin du point Nemo, l'endroit du globe le plus éloigné de toute surface terrestre, le skipper vit une expérience particulière. Joyeux Noël aux auditeurs d'Europe 1, c'est Charlie Dalin dans le Vendée Globe. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année depuis l'océan Pacifique. Ouais, donc c'est la première fois de ma vie que je passe un Noël en mer. Ouais, c'était particulier parce que il y a pas toute l'atmosphère classique avec les décorations, avec les préparations de la soirée de Noël, les décorations dans les rues. Ça change absolument rien en fait à mon quotidien. C'est juste une date, quoi. Il n'y a aucun marqueur visuel, il n'y a aucun repère de changement de début de vacances ou de choses comme ça qui m'indiquaient que c'était Noël, quoi. Mais voilà, en tout cas je suis content de quand même marquer un petit peu le coup, même si hier c'était une journée assez compliquée pour moi avec les conditions météo que j'avais. Donc voilà, j'ai fini par manger mon repas de Noël qui était un cassoulet. Somme toute tout à fait classique, mais voilà, qui était bon d'ailleurs, un bon cassoulet. Puis voilà, une ou deux petites tartines de foie gras, mais bon, le foie gras à 6 degrés, c'est moins goûtu qu'à température ambiante normale, on va dire. Pile sorti du frigo, je trouve que ça manque un petit peu de goût, mais bon, je peux pas faire autrement parce que je vis littéralement dans un frigo depuis quelques temps maintenant. En tout cas, c'était super sympa là, cette ouverture de paquets. C'est vrai qu'avant la course, j'étais un petit peu réticent d'emmener du poids qui me semblait superflu. Mais en fait, je regrette pas du tout d'avoir pris ces cadeaux. C'était vraiment un moment sympa de les déballer.
voilà, de voir quelles étaient les intentions des uns et des autres. Et c'était un moment sympa. Ouais. C'est vrai que voilà, c'était une période, c'est une journée un peu charnière hier pour moi, parce que j'étais en train d'essayer de m'extirper de l'anticyclone. Du coup, voilà, j'avais un petit peu la tête à ma course. Voilà, malgré tout, j'ai réussi à trouver un moment où le vent était un petit peu plus stable. Et même un tout petit, presque rayon de soleil pour faire cette ouverture de cadeau. Et ouais, c'était je suis content d'avoir fait cette petite pause quelque part, d'avoir eu cette petite pause dans cette journée qui était assez cruciale pour moi, pour la suite de la course. Concernant mon avitaillement, moi j'ai embarqué 76 jours de nourriture à bord, mais voilà, c'est plutôt en quantité généreuse, on va dire. Voilà, je finis pas toujours, voire pas tout le temps, voire pas du tout, mais ce que j'ai prévu par jour. Donc je pense que je serais capable de recomposer une semaine en plus sans trop de problèmes. Voilà, je ne devrais pas mourir de faim. Semaine 8, 2 janvier. Le passage du mythique Cap Horn. En ce début d'année 2021, le skipper se rapproche du Cap Horn, à l'extrémité sud du continent américain. Une étape particulière pour lui, toujours deuxième, mais conscient de vivre un moment rare pour un marin. Ouais, le Cap Horn, c'est le plus mythique de tous les caps, quoi. C'est le cap le plus sud, le cap le plus redouté, le cap avec le plus de légendes, d'histoires autour de lui. Donc voilà, forcément c'est un monument, c'est un monstre. C'est le point de passage. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cap où voilà, on a un mot qui est prévu pour avoir ce statut, quoi. On dit pas de quelqu'un qu'il est cap de Bon-Espérancier ou qu'il est je sais pas, cap Corsier, voilà. Par contre, cap Hornier, ça existe comme mot, quoi. Je pense que ça veut tout dire. Ça explique un peu signifie un peu le symbole extrême que ce cap porte avec lui. Oui, j'ai hâte de le franchir. J'espère que je l'apercevrai, même s'il y a des chances que je passe de nuit. Voilà, après, il fait jamais complètement nuit ici, comme je suis très sud, donc peut-être que j'apercevrai voilà, une ombre. Après, je sais pas si exactement si je vais passer si je vais passer proche ou pas, donc on verra. Si je le vois, tant mieux. Si je le vois pas, tant pis. Mais oui, c'est le symbole de la fin des mers du Sud. Voilà, ça fait 35 jours, je crois, que je suis dans les 40e. Voilà, j'ai hâte de retrouver des températures un peu plus élevées, pour réussir à faire baisser le taux d'humidité dans le bateau. Voilà, de pouvoir réussir à faire sécher mes affaires qui sont mouillées. Voilà, et puis aussi c'est synonyme de changer, voilà, d'en finir avec les grosses mers, avec les grosses houles, et ouais, j'ai hâte de le franchir. Je me sens bien, voilà, j'ai réussi à manger, dormir pendant le sud, donc voilà, je me sens en forme. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est un état qui varie un peu d'un jour à l'autre en fonction de l'intensité du moment. Par exemple, il y a 36 heures là, j'étais en course contre ce front là, qu'il fallait absolument que je reste en avant de ce front, et là forcément j'ai très peu dormi. Du coup là j'ai accusé le coup après, mais c'est pas grave parce que ce qui était important c'était de rester en avant de ce front et pour pouvoir faire le break avec les poursuivants. Donc voilà, faut l'accepter. C'est comme ça. Je préférais être fatigué et avoir fait le break que l'inverse, quoi. Mais mon état moyen de fatigue, j'ai l'impression que ça va. Qu'après tant de jours en mer, je me sens encore, voilà, je me sens plutôt bien. Et ouais, donc on verra. Voilà, après on comptera les points après le Cap Horn, hein, on verra à quelle distance on est l'un de l'autre. Et, voilà, après la régate va continuer ou va reprendre pour remonter cet Atlantique. Voilà, après c'est sûr que l'Atlantique c'est la fin symbole de la fin du
du sud, mais c'est pas le symbole de l'arrivée tout de suite parce que il reste encore 7000 milles à parcourir après le Cap Horn, donc voilà, c'est un tiers du tour du monde, donc voilà, la route est encore longue, mais par contre les opportunités risquent d'être nombreuses. Voilà, c'est l'Atlantique Sud, c'est une zone qui est complexe à négocier. La météo, les schémas météo varient beaucoup, il y a beaucoup d'activités, d'anticyclones, de dépressions, de fronts à gérer, et voilà, c'est symbole d'opportunité pour gagner des milles. Ce qui va dicter la suite, c'est beaucoup voilà, les schémas météo, quoi. Voilà, ce qui sera plutôt encore une fois une météo favorable aux poursuivants ou favorable aux leaders. Mais même ça, voilà, je pense qu'il y aura des opportunités. Ça, j'en suis sûr. Il va y avoir des opportunités pour revenir. Voilà, il va falloir juste savoir les saisir et continuer à naviguer au maximum, et tout en préservant la machine et le marin. Semaine 9 janvier. Les opportunités pour remonter l'Atlantique. La remontée se révèle difficile et le skipper est toujours loin derrière Yannick Bestaven. Il faut donc s'employer 2 fois plus pour tenter de combler le retard, ce qui ne l'empêche pas de dresser un bilan lucide de ces 2 mois de compétition. Bonjour Europe 1, c'est Charlie Dalin sur Apivia. Bon, ça fait 2 mois, je suis parti des Sables d'Olonne et je suis en train de remonter l'Atlantique Sud en ce moment, dans des conditions pas si simples stratégiquement, des prévisions très changeantes, des fichiers pas très précis, notamment en les premiers jours de la remontée. On m'avait dit que la remontée de l'Atlantique était longue, mais c'est pas ça que je retiens, c'est plus stratégiquement, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps à l'ordinateur. Je dois passer entre 5 et 7 heures par jour devant mon ordinateur à travailler sur ma trajectoire. Je savais le jeu ouvert. C'est vrai que là, tout le sud, on est un peu... on fait souvent l'intérieur du virage. Voilà, on navigue souvent assez proche de la zone des glaces. C'est par là que c'est le plus court. C'est vrai que là, une fois que le Cap Horn est passé, le champ des possibles se réouvre. Et il faut se réadapter aussi à ça. Et c'est vrai que voilà, les choses changent, quoi. On est moins dans la survie, on est plus dans la régate, et on n'a pas battu de record sur les premières sections du Vendée Globe. On va pas battre de record non plus sur la remontée de l'Atlantique Sud. Alors une fois passé le Cap Horn, j'avais déjà vu un peu avant le Cap Horn. J'avais forcément commencé à travailler sur ma météo post-Cap Horn, avant le Cap Horn, pour anticiper. J'avais cette bulle anticyclonique migratrice qui se décalait d'ouest en est. C'était compliqué à appréhender parce que en fait, si je faisais du nord plus tôt, j'atterrissais dedans. Si je faisais du nord plus tard, elle se décalait dans l'est, et du coup je finissais par atterrir dedans. J'avais beau tourner les simulations de route dans tous les sens, je finissais toujours par atterrir dans cette satanée bulle anticyclonique. Et du coup ça n'a pas manqué, et Yannick, même avec l'avance qu'il avait, s'est quand même fait un petit peu ralentir par cette bulle. Donc voilà, moi il n'y avait vraiment aucune chance que je passe, et même Damien Seguin, qui était un peu derrière, lui aussi s'est fait ralentir par cette bulle côté est. Donc voilà, moi au milieu, il y a vraiment... pour moi, voilà, j'ai pas vu de solution pour l'éviter. C'est sûr que c'est toujours un peu frustrant de voir qu'un bateau s'échappe et de se faire recoller par les autres, mais voilà, après, ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Donc voilà, la course est encore longue, il reste plus de 5000 milles jusqu'au Sable d'Olonne. Donc il va encore se passer beaucoup de choses sur ce Vendée Globe. Oui, c'est sûr que voilà, c'est pas la même chose que le vent du sud, quoi. C'est pas la même mer, c'est moins pesant. On est plus dans la régate que dans la survie que dans le sud. Donc plus là les températures s'adoucissent franchement de jour en jour. Il fait plus de 20 degrés dans le bateau. Cette nuit il n'a pas fait froid. Il n'a pas fait moins de 18 degrés dans le bateau. Donc
Là, les conditions douces aussi aident à alléger, on va dire, les choses, quoi. Et voilà, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie de retrouver un peu de douceur, un peu de chaleur. Je sais maintenant aussi que d'ici l'Atlantique Nord, j'aurai pas de forts coups de vent, quoi. J'aurai peut-être des grains forts dans le poteau noir, j'aurai peut-être des événements assez musclés, mais en tout cas là je sais que pour les prochaines semaines, je sais que je vais pas avoir de coup de vent, alors que dans le sud, quand on sort un coup de vent, on sait que le prochain est pas loin. Donc il y a une ambiance un peu une espèce d'épée de Damoclès une épée de Damoclès en permanence sur la tête, savoir quelle violence, quelle force va être la tempête suivante, alors qu'on n'a pas ce problème. Il y a une expression en bateau qui dit tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Donc je pense que cette expression elle s'applique aussi sur le Vendée Globe, peut-être particulièrement sur le Vendée Globe. Voilà, on a vu qu'il y a eu un grand nombre de retournements de situation depuis le départ, et les bateaux sont en mer depuis 2 mois déjà, et tout commence à être un peu usé. Les marins sont usés aussi, on commence à être un peu fatigué. Du coup oui, moi je m'accroche, je me bats, je règle le bateau, je fais mon matossage, je mets tout en ordre de marche je mets tout en œuvre pour aller le plus vite possible, en continuant à préserver le bateau pour aller chercher Yannick. Il est pas la route est encore longue jusqu'au sable, et il y aura encore des opportunités, j'en suis sûr, et pour voir les opportunités, il faut croire en elles, quoi. Quand elles se présenteront à moi, je les verrai et je les saisirai. Semaine 10, 16 janvier. Le sprint final. Et c'est justement cette opportunité saisie au large des côtes brésiliennes qui permet à Charlie Dalin de récupérer la première place du classement provisoire, non loin du poteau noir qu'il avait déjà franchi en tête 2 mois plus tôt. Mais rien n'est encore fait, et le skipper reste très lucide sur les derniers jours de la course. Bonjour Europe 1, c'est Charlie Dalin sur Apivia, et je vous présente mon dernier carnet de bord sur ce Vendée Globe 2020-2021. Alors on est vraiment sur la dernière ligne droite. On vient de franchir un des derniers obstacles avant l'arrivée, cette anticyclone des Açores. Même si je navigue encore sous l'influence de sa dorsale, je commence à être sous l'influence des vents, des dépressions de l'Atlantique Nord. Il reste plus que quelques jours de navigation. Même si la distance est longue, on approche du but. Bientôt je serai à la hauteur des Açores en longitude. Pas longtemps après, je serai à leur hauteur en latitude. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Il y a beaucoup de monde autour. Il y a du monde à droite, il y a du monde à gauche, il y a du monde derrière. Et je pense que tout le monde est fatigué, mais tout le monde a envie de gagner. Et tout le monde est en train de graduellement, je pense, changer de style de navigation et passer sur une navigation un petit peu plus à l'attaque, un petit peu plus incisive que ces derniers mois. Il me reste encore 3 jours en tribord et 2 jours en bâbord à peu près. Donc ça fait 3 jours sur le mauvais foil. Oui, c'est sûr que ça aurait été plus rapide avec. On le sait tous, mais ça fait partie de ma norme, ça fait partie de mon habitude maintenant. De ce bord-là, c'est comme ça. Je dois naviguer différemment, je dois régler les voiles différemment, et ça fait partie de ma normalité. Ce qui va être le plus dur, ça va être de prendre un rythme de régate de 5 jours, de régate de solitaire, mais avec la fatigue d'un tour du monde, que ce soit pour moi ou pour le bateau. Tout le monde va monter en intensité et il va falloir suivre et tenir le choc, à réussir à imprimer une bonne cadence malgré toute cette fatigue. Et on va retrouver du jeu. Là, on a remonté l'Atlantique. Il y avait ce positionnement est-ouest, et une fois que les choix étaient faits, chacun a suivi son option. Alors que là, on va avoir des fronts à négocier, des bascules de vent à gérer. Le jeu va se réouvrir jusqu'à l'arrivée. En course au large, on ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais
si on va arriver groupé, s'il va y avoir des milliers de milles d'écart entre les bateaux. On ne sait pas quel temps on va avoir, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver en bricole technique. Du coup, moi je m'étais préparé une régate, une régate autour du monde, mais après voilà, je savais pas à quel moment ça va être. Il allait y avoir le plus d'intensité, mais bon, il y en a eu tout le long, hein, globalement, il y en a eu tout le long, il n'y a jamais eu énormément d'écart entre les bateaux. Et ouais, c'est sûr que voilà, on est peut-être sur le summum de l'intensité de la course là, sur ces derniers jours. Et je me penche sur l'arrivée, bien sûr, je projette sur l'arrivée, c'est une façon aussi de rester à l'attaque, de rester motivé, d'avoir des pensées positives. Et j'ai hâte de retrouver mon fils et ma compagne. Voilà, ça fait 3 mois que je les ai laissés. J'ai vraiment hâte de les faire monter sur le bateau. J'ai hâte de boucler, de franchir cette ligne d'arrivée. J'espère que tout cela va bien se passer d'ici là. Je touche du bois, je croise les doigts. Voilà, boucler ce tour du monde. J'ai toujours dit que déjà, ce serait une réussite de finir le Vendée Globe. Voilà, un tour du monde en 2020, ça n'a rien d'anodin. Et je pense que voilà, on a tous fait la preuve au fil des semaines de course, au fil des événements, des tempêtes, des avaries. Et voilà, je reviens changer, je reviens transformé, je pense un petit peu, d'une certaine manière, voilà, après avoir vécu tant de choses, tant d'émotions. Et voilà, je vais bientôt, samedi 23, je vais recouper ma trace de l'allée. Voilà, c'est un peu symbolique, quoi. C'est un peu boucler la boucle. Mais ce qui compte vraiment, c'est de franchir cette ligne d'arrivée, de voir les Sables d'Olonne, de revoir toute ma famille, mes proches, et voilà, ça va être extrêmement émouvant comme moment, de revoir aussi toute l'équipe, tous les gens qui sont impliqués pendant des mois, des années pour cette course, pour ce Vendée Globe, mes partenaires. Et voilà, donc j'espère que tout va bien se passer d'ici là et que j'arriverai sur cette ligne d'arrivée. Et puis après, voilà, il y a la partie compétition où j'espère que j'arriverai bien placé. En tout cas, je fais le maximum pour. C'est sûr que je vais être affaibli et peut-être plus à même sûrement d'attraper tout ce qui traîne. C'est sûr que mon système immunitaire a pas été sollicité ou peu sollicité pendant ces 3 mois. C'est vrai que j'étais un peu dans une bulle, quoi, dans une bulle sanitaire la plus stricte possible, on va dire. C'est difficile de faire plus strict. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, en me disant j'arrive un peu faible. Est-ce que t'es pas plus exposé au coronavirus que d'habitude? Mais voilà, je pense que je vais faire attention et tout se passera bien.